Bonjour à tous et bienvenue dans le bureau d'Hugo pour un épisode spécial mixage Dolby Atmos avec Paul. C'est parti! À l'occasion de la Japan Expo, on a trouvé sympa de faire un pré-générique à diffuser avant les contenus exclusifs que nous ont confiés les studios pour notre salle cinéma. Et du coup, pour faire ça, on a fait appel à Paul, qui travaille avec nous maintenant depuis plusieurs années. Alors, vous l'avez peut-être croisé parce qu'il répond à l'écrit et au téléphone aux clients pour les aider techniquement. Et en plus d'être un très bon conseiller, donc c'est aussi un excellent technicien, quelqu'un de très qualifié en tant qu'ingénieur du son. On a vu avec lui et il nous a préparé quelque chose. Il nous a fait ce pré-générique et il va nous expliquer comment il l'a fait. Alors, par où on commence, Paul ? Pour ce générique, on est parti de rien. C'est-à-dire qu'on est parti d'une image que nous a fait notre collègue graphiste. Elle nous a fait une vidéo et il a fallu l'illustrer, cette vidéo. Et pour illustrer cette vidéo, comme c'est du contenu, c'est du trailer, donc l'idée c'est d'en mettre un petit peu plein les oreilles et plein la vue aux gens en très très peu de temps, ça dure 20 secondes. Il a fallu aller chercher des sons qui soient intéressants d'un point de vue cinématographique. On n'est pas sur des sons musicaux, on n'est pas sur, on est sur des choses percutantes avec des transitoires fortes. Oui, juste pour compléter ce que Paul disait, en fait, il faut bien voir qu'on est à la Japan, donc on avait une thématique autour du manga et on avait décidé de travailler autour de l'animé Evangelion. Donc il a fallu chercher des sons, du sound design qui rappellent aux fans la série. Et il faut que ce soit vraiment des sons qui accrochent tout de suite. Il faut des sons qui accrochent tout de suite, qui évoquent tout de suite l'univers d'Evangelion. Donc on a décidé de partir sur le générique, qui accroche quand même vachement bien, puisqu'il commence avec des chœurs. On est allé chercher des sons typiques de cet animé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher dans les épisodes des sons, des sons qui nous paraissaient pertinents à mettre dans le générique toujours pour avoir cette évocation. Et le souci, c'est que comme on travaille en stéréo sur un manga, un animé des années 90, qui n'est pas forcément dans une qualité, qui a son âge en fait, qui a son âge, impossible d'isoler ces sons sans avoir d'artefacts, sans avoir de choses un peu bizarres qui se passent. Donc on a utilisé un logiciel qui est un peu particulier, qui s'appelle SpectraLayers, et qui m'a permis d'extraire tout ça sans dommage, en ayant des objets sonores, on va y revenir, les objets sonores, propres, bien délimités, un peu comme un Photoshop du son, et ça c'était très 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 intéressant à utiliser. Et est-ce que tu peux justement nous en dire plus, comment ça se visualise et surtout comment tu fais pour isoler chaque son ? En fait, ça t'offre une visualisation du son qui est un peu inédite. Moi, j'avais rarement travaillé et vu le son comme ça. C'est-à-dire que tu peux vraiment cartographier le son. C'est comme une carte avec des vallées, des vallons, des rivières, des montagnes, et que tu peux afficher en 3D, dans lequel tu peux naviguer quelque part. On peut extraire d'un son complexe plusieurs sons tout aussi complexes, mais qui sont imbriqués les uns sur les autres, comme des calques qu'on aurait rajoutés les uns sur les autres. Donc tu as un bloc, et de ce bloc, tu extrais sans dommage, ou avec le moins de dommages possible, différents sons. C'est comme ça qu'on peut prendre un morceau de musique et sortir la guitare, le clavier, la voix, isoler tout, la batterie, mais pas seulement la batterie, la grosse caisse, la Kessler, le charlet, le premier tome, le deuxième tome. On peut sortir tout ça, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'avec des outils classiques de dynamique ou d'égalisation, on ne peut absolument pas faire ça. Ces sons sont imbriqués, ils sont sur des fréquences communes, ils sont partout, entre 20 et 20 kilos. Donc, quelque part, ça ouvre des perspectives absolument dingues, un logiciel comme SpectraLayers. Oui, tu nous disais d'ailleurs que en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu prends un fichier en mono, tu désimbriques tous les instruments et à la limite, tu peux tout remixer et repartir sur du Dolby Atmos, sur de la stéréo. Enfin, tu fais tout ce que tu veux parce que vraiment, c'est comme si tu avais du multipiste. En plus de ça, ce qui est génial, c'est que tu peux... c'est aussi un outil de restauration. Ça permet d'isoler du bruit, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus complexe qu'un bruit, finalement ? Un bruit, c'est aléatoire, tu peux pas le...
avec des jeux d'inversion de phase, tu peux pas supprimer un bruit complètement. Avec ce genre de logiciel, tu peux supprimer un bruit complètement, un souffle, un buzz, des choses qui s'étalent vraiment. On l'avait fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps on travaillait sur un concert et puis le guitariste avait je pense que c'est la lampe qui crée un buzz dans sa guitare. Un buzz balèze et un buzz qui bien embêtant qui part de 50 Hz et qui s'arrête à 15 kg, donc il emporte avec lui toute la bande passante, enfin toute la bande audible et impossible de se débarrasser de ce truc. On a essayé des gates, des compresseurs, des de-essers, de l'équalo dynamique, tout essayé jusqu'au moment où Spectral Layers est arrivé et on a dit à Spectral Layers ça c'est le bruit. Avant de commencer à jouer, il ouvre son potard, donc on entend le bruit. Il dit ça, c'est le bruit, tu prends cette sélection, c'est le bruit. Maintenant que tu sais, tu as identifié le bruit, on a enregistré le profil du bruit, tu me vires le bruit. Et render, et Ouais, c'est assez incroyable, hein, parce que après, avec les tests qu'on a faits et sur des auditeurs, personne n'a entendu le bruit plus que ça une fois qu'on l'avait retiré. Non, et surtout, ça reste hyper naturel puisque ça vient pas venir détériorer le son. Ouais, ça abîmer particulièrement quand tu es dans un contexte de mix où tu travailles la source, donc derrière, une fois que tu as travaillé la source, tu vas la mixer, donc tu vas mettre de la reverb, tu vas mettre... quand tu écoutes le son tout seul, tu peux entendre quelques petits artefacts, forcément. Enfin, mais si tu travailles assez tôt avec ça, dans le processus de mixage, mais même en mastering, moi j'avais fait ça avec des enregistrements de Jacques Brel. Je m'étais amusé à nettoyer les instruments, Jacques Brel, mais à nettoyer le qu'on entend, typique de la bande magnétique ou des supports de mauvaise qualité sur lesquels ont été repiqués les enregistrements que tu avais. Et quand des tests qu'on avait fait ensemble, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait plaisir parce que tu entends enfin la voix de Jacques Brel sortie du souffle. Et honnêtement, encore une fois, sans artefact. On n'a pas compressé la voix, on ne l'a pas abîmée. Non, on a juste retiré ce qui n'était pas du signal utile. On a juste retiré le bruit. Mais pour ça, il faut lui dire quel est le bruit. Et le problème, c'est que quel est le bruit, c'est là où ça travaille quand même vachement bien, parce que c'est aléatoire, un bruit, encore une fois, quand même un bruit blanc, c'est un bruit aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les fréquences qui jouent en même temps, c'est toutes les fréquences qui jouent en même temps, mais organisées de manière aléatoire. C'est générer un bruit blanc. Donc, sauf à le boucler, il n'y a pas de redondance dans un bruit blanc. Donc, un bruit blanc ou un bruit tout court. Donc, une fois qu'on a dit, voilà, ça c'est le bruit, tu me le vires, et elle comprend la consigne. Alors, après, la deuxième étape, c'est une fois que tu as tous les morceaux de bruit, etc., faut composer ton générique. Et là, tu passes par quoi? Moi, je travaille avec Cubase. Mais tu peux faire exactement la même chose avec Pro Tools ou avec Logic. Maintenant, Dolby a ouvert à quelques stations de travail comme ça. Pas toutes, mais Pyramid, voilà. Cubase, en fait, qu'est-ce que je fais dans Cubase? Je fais de l'Atmos. Donc l'Atmos, pour reprendre un petit peu les bases de l'Atmos. Pourquoi est-ce que l'Atmos a complètement changé le game pour toujours? C'est sans doute la plus grosse révolution du monde de l'audio depuis l'avènement de la stéréo en Atmos. Hein. C'est énorme. En fait, l'idée avant l'Atmos, c'est que quand tu faisais un mixage qui soit mono, stéréo, multicanal, tu prends un signal et puis tu l'envoies par des moyens analogiques puis numériques, mais en tout cas c'est toujours le même principe. C'est des robinets que tu ouvres. Ouais, et tu envoies plus ou moins fort exactement. ce son-là derrière. Donc tu t'envoies un son, donc en 5.1, on avait le mode d'emploi, c'était toujours un peu la même chose. Sur l'enceinte gauche, l'enceinte droite, la bande originale du film. Au centre, généralement, pas généralement, toujours les voix. L'enceinte centrale qui est l'enceinte la plus importante d'un système home cinéma, on ne cessera jamais de le dire, parce que c'est elle qui va avoir 80% de l'information utile, donc les voix, tout ce qui se passe à l'écran en général. Les surrounds qui posent l'ambiance. Et tout ça est très statique en fait, en 5.1, même en 7.1 finalement c'est très statique, puisqu'on ne va pas s'amuser à faire des déplacements entre la face avant et la face arrière, dans la mesure où d'une pièce à l'autre, d'un cinéma à l'autre, les enceintes ne sont pas à la même distance, ne sont pas les mêmes caractéristiques techniques. Donc on ne prend pas de risque. Quand on mixe en 5.1 ou en 7.1, on applique toujours un peu la même recette. Oui, en gros, on fait plus une ambiance avec
quelques éléments qui vont peut-être bouger un peu, mais c'est avant tout une ambiance. Oui, voilà, il y a la recette, on peut s'en écarter un petit peu, mais on essaie en fait, les sons d'ambiance, les fonds d'air, les cuicuis des oiseaux, les bruits de la ville, enfin bref. C'est dans les surrounds, à l'avant, la musique et tout ce qui se passe à l'image. Bon, en gros, c'est un peu ça. Et donc avec l'Atmos ? Et donc avec l'Atmos, on s'affranchit de ces canaux discrets, enfin on s'en affranchit pas, on les a toujours. On a toujours ces enceintes, la configuration minimale en Atmos c'est 5.1.2, donc de toute façon on aura toujours un 5.1. Mais là, on n'a plus ce système de robinet, on n'envoie pas le son sur tel haut-parleur, on a la liberté d'en faire un objet. Le son, un objet mono, stéréo, 5.1, quadriphonique, on fait ce qu'on veut. Mais on a un objet, et cet objet, on le déplace dans un espace. Et c'est hyper important parce que ça permet, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec une table de mixage, enfin, c'est très compliqué, parce que t'imagines, il faudrait jouer avec des faders, monter l'enceinte principale tout en baissant l'enceinte secondaire, et puis ensuite, c'est absolument impossible d'avoir quelque chose de fluide et un déplacement. Oui, parce que pour revenir sur le système 5.1, 7.1 traditionnel, c'est qu'en fait, pour créer des mouvements, on joue sur la variation de volume, principalement entre les différents canaux. Et on n'en crée pas vraiment de mouvement, on essaie d'éviter. On simule un mouvement comme ça, et du coup, pour le faire, on utilise des faders, c'est-à-dire des systèmes qui sont des potentiomètres, alors qui peuvent être plus ou moins 3D en fonction de la table de mixage, mais qui va permettre justement de faire varier ces différences de volume dans l'enregistrement et donc sur les différentes enceintes une fois que vous êtes chez vous. Et le gros problème de ça, c'est qu'en fait, pour avoir l'impression que voulait donner l'ingénieur du son, en gros, il faudrait être exactement dans la même configuration que lui et idéalement dans la même pièce que lui. Et ça, c'est la grosse limitation du système traditionnel, c'est qu'en sorte, il faut vraiment... c'est la limitation du système traditionnel où les canaux sont discrets. C'est-à-dire que les informations sont écrites, elles sont gravées dans le marbre, c'est une partition, c'est un conducteur des chefs d'orchestre. Et voilà, le système les joue. Là, c'est pas pareil avec l'Atmos, puisque oui, il y a des canaux discrets, mais il y a le produit qui est diffusé va être adapté en fonction du diffuseur. C'est-à-dire que le système va s'adapter au produit qui est diffusé et le produit diffusé va être adapté au système. Donc en gros, ça marche comment ? C'est des coordonnées. C'est des coordonnées comme on prendrait un objet 3D, d'ailleurs c'est exactement comme ça que ça se passe dans Cubase, ou dans le Dolby Renderer de manière générale. C'est un objet 3D que l'on déplace dans un espace. Et on a juste à lui dire quoi faire. On déclare la trajectoire. La trajectoire que tu veux donner au son. Oui. Je veux que mon hélicoptère il passe de la gauche de l'écran à l'enceinte en haut à droite derrière moi. Du coup, tu prends l'objet et tu le déplaces littéralement avec ta souris. Tu lui dis, voilà ce que je veux. Bon, évidemment, dans les faits, il y a beaucoup de paramètres, mais en gros, tu fais ça, et après, que tu sois dans le cinéma de Monsieur Dupont en 5.1.2 ou le cinéma de Monsieur Durand en 9.1.6, ça devra sonner à peu près pareil. Parce que, encore une fois, au moment de la calibration, quand tu installes ton ampli, l'amplificateur, du coup, sait à peu près cartographier où sont les enceintes, combien il en a, comment elles fonctionnent, quel volume elles ont, etc. Et donc, quand il va lire le fichier Dolby Atmos, il va voir arriver donc l'objet, il va savoir qu'il va devoir lui donner telle trajectoire, et donc, en fonction de lui, ses moyens de diffusion, des ressources dont il dispose, il va pouvoir choisir la meilleure façon pour coller à la trajectoire de cet objet. Donc plus il y a d'enceintes, plus il y a de canaux, plus c'est précis, mais la trajectoire elle reste toujours la même. Mais évidemment, plus il y a d'enceintes et plus la trajectoire est finement décrite. Du coup, on s'affranchit finalement un peu de la pièce, ce qui permet de retranscrire ce que voulait faire l'ingénieur du son à la base, et on est beaucoup moins dépendant qu'avant de sa configuration qui pouvait limiter ses impressions d'effets sonores. Premièrement, et puis deuxièmement, la liberté qui est offerte à l'ingénieur du son sur le placement
est juste absolument phénoménal. C'est phénoménal parce qu'avant, on mettait un son dans une enceinte. Maintenant, je peux le mettre entre les enceintes. Alors oui, avant, on pouvait mettre 50-50 sur une enceinte et sur l'autre, mais je peux le mettre entre les enceintes devant, entre les enceintes derrière, au-dessus, puisque on travaille sur X, Y et Z. On a une troisième dimension. Oui, on est en 3D, en 3 dimensions. La hauteur. Qui n'est pas anecdotique en fait, parce que ça permet de passer d'un anneau de son à un mystère, le dessert, le mystère. Une bulle. Un dôme. Un dôme, plutôt. Ouais. Et ça disent toujours les mystères. Oui. Ils disent toujours. C'est longtemps que j'en ai pas mangé. Donc du coup, le son se déplace absolument partout et on s'affranchit de beaucoup de choses. En fait, on s'affranchit de beaucoup de choses. Donc pour revenir au pré-générique, tu avais tes petits morceaux de son que tu avais isolés. Là, tu les as reconstruits par rapport à l'image que tu avais. Tu as replacé les sons dans la timeline. Tu les as aussi additionnés, puisque avec plusieurs sons, tu en as créé un seul. Et ensuite, tu les as placés dans l'espace, tu leur as donné des mouvements, justement donc en passant par le renderer Dolby Atmos. Alors tu fais pas tout bouger parce que sinon c'est la fête. C'est la cacophonie. C'est trop de mouvement, tue le mouvement. Mais c'est comme la 3D, la 3D vidéo. En vidéo. C'est-à-dire que le Dolby Atmos, c'est hyper important de comprendre ça parce que c'est comme ça aussi tu comprends à quel point c'est une révolution mortelle. La 3D vidéo, quand c'est sorti, les gens cherchaient surtout les effets de jaillissement. Parce que c'est ce qui était le plus impressionnant, c'est de pouvoir toucher les poissons. Voilà. Et il y a plusieurs réalisateurs qui s'en sont servis, pas pour les effets de jaillissement, mais pour la profondeur. Et notamment, il y a un film qu'il faut voir en 3D, c'est Gravity, parce que ça permet de goûter un peu la profondeur du vide de l'espace. C'est absolument hallucinant, parce que c'est pas juste... c'est pas juste noir, la vue n'est arrêtée par rien. Et l'Atmos, c'est un petit peu la même chose. Il y a un film qui s'appelle Roma, qui est mixé en Atmos, et le but de l'Atmos dans ce film, on se sert de l'Atmos pas pour faire des effets d'hélicoptère, parce que c'est pas que ça non plus, l'Atmos. C'est un moyen de travailler le son. Donc on peut le travailler à la Marvel, ou on peut le travailler à la Alfonso Cuarón, tu vois. Et Roma s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que on est dans une bulle sonore, et c'est un film en noir et blanc très très beau, très 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 poétique, et le son est partout autour de toi. Voilà, il est partout autour de toi, mais littéralement partout autour de toi. Si tu as un système qui le rend bien, tu t'es vraiment enveloppé. Tu n'es pas devant la façade et derrière les surrounds, derrière la façade et devant les surrounds. Tu es vraiment dans le film. L'Atmos, ça te permet de rentrer au niveau audio complètement à l'intérieur du film. Au même titre que la 3D te permettait de rentrer à l'intérieur de l'image. Enfin, te permettait parce que ça devient de plus en plus rare, la 3D à l'image. Ça reviendra, mais par contre, l'Atmos, c'est complètement porteur. Je pense que l'industrie ne reviendra pas en arrière parce que ça permet une telle souplesse dans la diffusion que même aujourd'hui, quand on va, par exemple, chez Apple Music et qu'on prend des morceaux, on peut les avoir en Dolby Atmos parce qu'on peut les avoir en binaural, on peut les mettre dans son système. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement souple et ça a ouvert vraiment énormément de portes pour les studios et les producteurs pour faire beaucoup de choses, en fait. C'est juste incroyable. Oui, et puis encore une fois, ça offre une liberté artistique totale. Quand tu peux jouer avec tout, tu joues avec tout. Et ça existe depuis 2012. L'Atmos, je crois, quelques années. Donc on n'a pas encore fait le tour de ce qui était possible de faire avec... on dit l'Atmos, mais effectivement, tu parlais du DTS:X. Le DTS:X permet... il y a des subtilités entre DTS et Dolby. Par exemple, sur le DTS:X, tu peux... les dialogues sont un objet. Il y a une distinction qui est faite entre le canal central pour les bruitages, tout ce qui se passe à l'écran, et le dialogue. Le dialogue est sorti. Donc c'est un côté pratique du DTS:X, c'est que tu peux monter le dialogue sans monter la porte qui claque à l'écran. C'est un truc qu'on connaît trop.
D'un coup, tu n'entends plus bien les dialogues, tu montes le son et puis ça t'explose, le reste explose à la tronche. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça date d'il y a un moment maintenant. Ça fait 11 ans. Mais par contre, ce qui est bien maintenant, c'est que le matériel devient accessible. Donc du coup, là, tout le monde peut commencer à accéder au Dolby Atmos avec les barres de son, avec des systèmes, par exemple Sonos, qui permettent de s'équiper à pas trop cher, ou maintenant même des enceintes portables. Chez JBL, maintenant, ils font des enceintes portables Dolby Atmos. Donc, et de profiter du mix Dolby Atmos. Pas toujours avec une barre de son, on n'a pas... Ouais, mais avec une barre de son avec des arrières, par exemple. Avec des arrières, bien sûr. Mais je veux dire, ce que permet du matériel Dolby Atmos qui est compatible avec le mixage Dolby Atmos, c'est de profiter du mix Dolby Atmos. Oui, totalement. Ouais. Tu ne vas pas forcément le rendre aussi bien que dans une petite salle de cinéma, mais en tout cas, tu exploites la piste Dolby Atmos de ton Blu-ray ou de Netflix, et pas la piste 2.0 ou 5.1. Donc, même si c'est rendu comme c'est rendu, au moins tu es sur le meilleur support, le meilleur format qui est disponible au moment où tu consommes ton film. Et donc, Paul, maintenant, la question un peu pour clôturer cette émission, c'est quoi, toi, tes contenus, autant en musique qu'en film ou série, qui pour toi, montrent le meilleur du Dolby Atmos? Tu nous as parlé un peu de Roma, mais est-ce qu'il y a autre chose? Roma, déjà, il faut le voir. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Très marrant, mais je me souviens plus si c'est du DTSX ou du Dolby Atmos. A Quiet Place, parce que c'est un film où il se passe pas grand-chose au niveau du son. En plus, le principe, c'est que il y a des créatures, des monstres qui s'en prennent à une famille et dans un monde post-apocalyptique. Et il faut se taire parce qu'elles ont une ouïe surdéveloppée et pour pas être repéré, il faut se taire. Donc c'est un film qui est très 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 silencieux. C'est sans un bruit sans un bruit en français, exactement. Ouais. Le moindre bruit est une alerte et le moindre bruit, quand c'est en Atmos, tu peux le mettre là devant toi, mais tu peux aussi le mettre partout dans là-haut. la pièce. Voilà. Et ça, c'est très impressionnant. Très très impressionnant. Et puis en musique, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Florent qui m'avait fait écouter le dernier album de Yellow, Point, qui est s'il y a une musique qui se prête bien au Dolby Atmos, c'est ça. Ou Dark Side of the Moon aussi, on a écouté. Ouais, le remaster des Pink Floyd qui est assez impressionnant. Qui est mortel. Et là, on ne peut pas les taxer d'avoir fait un produit dérivé. Je veux dire, c'est un nouvel album, quoi. Mixé en Atmos, il avait été pensé pour la quadriphonie déjà de base. Il avait été pensé pour la quadriphonie. C'est pour ça que ça s'adapte bien avec le remaster en Atmos. Ouais. Bah oui, ça a été pensé en multicanal dès le départ. Mais là, les outils sont juste dingues. Il a fallu attendre 40 ans, mais les outils sont là, quoi. Et ils peuvent faire exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, je crois que c'est Gilmour qui avait dit que le Dolby Atmos, ces technologies-là, il les attendait depuis 40 ans en fait. En parlant de réédition, moi il y avait le Starmania, j'avais trouvé que c'était ça cherchait pas à être extraordinaire dans le sens d'avoir des trucs qui partent de partout, mais les chœurs, les violons, les instruments, les reverbs étaient très belles et je trouve que la bulle sonore qui était donnée était hyper agréable. Pour le coup, c'est très immersif sans être explosif ou vouloir en jeter plein la tête. Et du coup, ça marche très bien, je trouve. J'ai trouvé le mixage très classe, en fait. Moi, je l'ai trouvé aussi très bien. Et puis émouvant, parce que quand t'as des chœurs d'un coup qui partent sur les côtés, il y a un côté très... ça t'emmène. C'est la fin de cet épisode dédié au mixage en Dolby Atmos avec Paul. On espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris plein de choses. Mettez vos questions en commentaire si vous en avez, il se fera une joie de vous répondre. En attendant, nous vous souhaitons un bel été et à bientôt dans le bureau d'Hugo. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.